Bonjour à tous. Le djihadisme en Afrique, le nouveau voile du plan de recolonisation militaro-économique du continent africain par les puissances occidentales. Je voudrais partager avec vous ce matin du vendredi 9 juillet les réflexions que m'inspire ce qui est une véritable stratégie de reconquête militaro-économique du continent africain par les puissances occidentales. Je voudrais rapidement démontrer que les attaques djihadistes sur tout le sol africain aujourd'hui ne sont que le voile d'une stratégie de reconquête militaro-économique du continent africain par les puissances occidentales. Je vais vous le démontrer sans beaucoup de difficultés. Pour que cela soit possible, n'oubliez pas de partager massivement la présente conférence qui est en diffusion exclusive sur Facebook, qui sera rediffusée plus tard sur YouTube. Vous êtes déjà 250 personnes, faites 250 partages. N'oubliez pas d'aller en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le pouce levé afin que l'exposé aille jusqu'au bout. Bonjour à tous. Bonjour à l'Afrique des libertés. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer une chose qui doit devenir une évidence pour toutes les Africaines et pour tous les Africains du monde. Le djihadisme en Afrique est le voile, le cache-sexe, le déguisement d'un immense plan de reconquête militaro-économique de l'Afrique par les puissances occidentales. Je vais le démontrer ce matin. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, mes amis. Quelles que soient vos positions sur le globe terrestre, écoutez les pains spirituels de la liberté en ce vendredi. Voilà, bonjour à tous. Je voudrais vous entretenir pendant quelques minutes d'un thème précis. Je voudrais démontrer que le djihadisme qui attaque aujourd'hui l'Afrique n'est rien d'autre que le voile, le masque, la cagoule d'un vaste plan de reconquête militaro-économique de l'Afrique par les puissances occidentales. D'abord, je vais commencer par définir ce qu'on entend par djihadisme. Ensuite, je vais montrer que les puissances occidentales ont de manière constante, ces 5 derniers siècles et même ces 10 derniers siècles, utilisé la religion comme étant le voile de leur volonté hégémonique. Ça sera démontré dans la deuxième partie de mon intervention. Les puissances occidentales ont depuis plusieurs siècles souvent utilisé la religion, les religions, d'ailleurs peu importe, tantôt la religion chrétienne, tantôt la religion maintenant musulmane, comme étant un voile, un mécanisme leur permettant de cacher leurs projets en réalité d'hégémonie économique, d'hégémonie militaire et politique sur le monde. Et enfin, dans la dernière partie,
je vais attirer votre attention sur les événements qui se sont déroulés dans les pays suivants. La Libye, le Sahel en général, en particulier le Mali, et maintenant les événements qui se déroulent en Afrique de l'Est et en Afrique australe, pratiquement en Afrique du Sud, au Mozambique. Car vous allez découvrir que le nord du Mozambique, en pleine Afrique australe, pratiquement en Afrique du Sud, le nord du Mozambique est lui aussi maintenant attaqué par des djihadistes qui prétendraient vouloir instaurer l'hégémonie de la religion musulmane au Mozambique. Et que, comme de juste, les choses se passent au Mozambique, comme elles se sont passées en Libye, comme elles se sont passées dans le Sahel et notamment au Mali. Ça, ce sera l'objet de la dernière partie de cette démonstration. Commençons par la première partie. Et vous êtes déjà 450 personnes à peu près. J'espère qu'il y a déjà 450 partages du présent exposé. Je me voudrais succinct, de telle façon que chacun d'entre vous garde en mémoire les grandes étapes de la démonstration. Qu'est-ce que c'est que le djihadisme? Le mot djihadisme dérive du mot arabe jihad, qui est un terme qu'on trouve dans de nombreux versets du Coran. La révélation qui est au fondement de la religion musulmane. Dans le Coran, le djihadisme, dans sa signification spirituelle la plus haute, est le combat contre les péchés. C'est le combat intérieur que le fidèle mène contre ses imperfections. Mais quelles sont les imperfections de l'homme? Les imperfections de l'homme sont justement l'égoïsme, la violence, la cupidité, l'avarice, la méchanceté. Bref, au sens stricto sensu de l'islam intérieur, de l'islam symbolique, tout homme devrait être un djihadiste, c'est-à-dire quelqu'un qui combat en lui-même le mal. Je recommence. Jihad signifie dans l'islam profond, et je vous invite à consulter les maîtres de l'islam, jihad signifie le combat intérieur du fidèle contre la tentation du mal, contre l'appel des démons. Le combat intérieur du fidèle contre ses propres péchés. Le combat intérieur du fidèle contre ses propres défauts. Le djihad, c'est la lutte de purification intérieure. Et cette lutte de purification intérieure, chez le musulman, elle se fait par les 5 piliers de l'islam, que beaucoup d'entre vous connaissez, n'est-ce pas? La prière, l'aumône, le pèlerinage à la mosquée, entre autres. Donc, à la base, le mot djihad ne devrait pas être un problème. Parce que ce mot a son équivalent dans le christianisme. Il a son équivalent dans le djihad et dans le judaïsme. Il n'y a pas de religion qui n'invite pas le croyant à un combat intérieur contre le mal. Il n'y a pas de religion qui n'invite pas le croyant à combattre ses défauts. Toute religion invite d'une manière ou d'une autre son adepte à résister à la tentation du méchant. D'ailleurs, la prière modèle des chrétiens ne dit-elle pas? Ne demande-t-elle pas à Dieu de nous aider à résister à la tentation du méchant? Le chrétien doit résister à la tentation du méchant. Le juif doit résister à l'idolâtrie, résister à tout ce qui l'attire vers autre chose que la soumission à son Dieu, au Dieu très haut et irreprésentable. Il n'y a pas de religion qui n'appelle point donc au combat spirituel. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le côté par lequel vous allez prendre cette affaire, allez dans toutes les grandes religions, vous allez trouver que tout fidèle, membre d'une religion, doit mener un combat intérieur. Et le mot djihad ne veut rien dire que cela. Maintenant, chaque religion a plusieurs interprétations, chaque religion a plusieurs sous-ensembles, plusieurs orientations, plusieurs obédiences. Dans le christianisme, il y a plusieurs sous-ensembles. Dans le judaïsme, il y a plusieurs sous-ensembles. Dans le judaïsme, il y a les Ashkénazes, il y a les séfarades. Il y a toutes sortes d'orientations dans le judaïsme. Dans l'Antiquité, on parlait des pharisiens et des sadducéens. Eh bien, dans l'islam, il y a aussi des tas d'orientations. Les sunnites, les wahhabites, les salafistes, les ceci, les cela. Toutes les religions connaissent ces nuances. Dans le christianisme, vous avez les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, les adventistes. Il y a tellement... Et même dans le bouddhisme, quelle que soit la religion que vous allez prendre, il y a plusieurs branches.
Il s'ensuit que, à l'intérieur de l'islam, tout le monde ne comprend pas forcément la notion de djihad uniquement comme étant l'appel au combat intérieur. Certains ont compris ce djihad comme étant le combat pour soumettre les mécréants par la force. Exactement comme dans le christianisme, à la période des croisades. Et même récemment encore ici en Irlande du Nord, en pleine Europe, certains ont compris que l'obéissance au Christ passe par le fait d'écraser celui qui n'obéit pas au Christ. Donc il y en a qui ont une compréhension matérialiste, une compréhension brutale, une compréhension purement physique et grossière du texte coranique. Comme il y en a qui ont une compréhension brutale, physique et grossière du texte chrétien. Comme il y en a qui ont une compréhension physique et brutale du texte judaïque. C'est le fait des religions humaines. C'est que chacun comprend le message religieux au niveau de sa propre intelligence. Chacun comprend le message religieux en fonction de son niveau de culture. Chacun comprend aussi le message religieux en fonction de ses intérêts du moment, en fonction de ses options. Donc du coup, en fait, il n'y a pas une seule compréhension du Coran, il n'y a pas une seule compréhension de l'islam, mais en fait, il n'y a aucune religion dans laquelle on puisse dire qu'il y a une seule compréhension. Parce que même à l'intérieur du même groupe religieux, si vous prenez le même groupe religieux, en le suivant dans le temps, vous allez vous rendre compte que son interprétation du texte de référence de la religion en question change. Si vous prenez les catholiques et vous voyez les interprétations de la Bible par les catholiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours, vous allez voir qu'elles ont changé. Vous prenez les protestants, vous allez voir qu'elles ont changé. Vous prenez les témoins de Jéhovah, depuis leur création à la fin du 19e siècle, vous allez voir qu'ils ont changé. Ils ont changé pas mal de choses dans leur doctrine. Si vous prenez les méthodistes, les évangélistes, les pentecôtistes, mais c'est pareil dans l'islam. Si vous prenez les sunnites, les salafistes, les wahhabites, si vous prenez les soufis, etc., vous allez voir qu'il y a en permanence des changements. C'est un phénomène universel. C'est que la religion est une expérience dans laquelle l'homme sans cesse réinterprète, réadapte, reconfigure en fonction des problèmes auxquels il est confronté, des difficultés qui l'inspirent, ou encore en tout cas des révélations qui lui sont faites par la vie ou par l'expérience intérieure, eh bien, il revoit sa compréhension de Dieu. Alors, dans la première partie de cet exposé, je voulais vous montrer déjà que on veut habituer les Africains à entendre le mot djihad comme étant le synonyme du mal. Ce n'est pas vrai. Le mot djihad, il a plusieurs sens. Et son sens le plus profond et le plus riche, celui qui est connu par les érudits de l'islam, c'est un sens universel. C'est un sens que le chrétien de culture, d'éducation que je suis, c'est un sens que le juif de culture ou d'éducation que tu peux être, c'est même un sens que l'Africain traditionnel de religion que je peux être ou que tu peux être peuvent comprendre. Parce qu'il n'y a pas de cheminement religieux sans combat intérieur. Tu ne peux pas dire je suis adepte d'une religion si tu n'es pas confronté intérieurement à la lutte contre ce que cette religion t'a appris à reconnaître comme étant le mal. On ne peut pas être croyant sans combattre justement les forces d'incroyance en soi-même. Je voulais d'abord vous amener donc à sortir de l'habitude, quand vous entendez djihad, d'entendre forcément par là le mal. Maintenant, c'est quoi le djihadisme? Il faut que vous compreniez ce que c'est que le djihadisme. Le djihadisme, tel qu'on nous en parle aujourd'hui en Afrique, c'est l'utilisation d'un certain nombre de musulmans ayant une interprétation grossière de l'islam dans le cadre d'une stratégie de reconquête militaro-économique de la planète. Je recommence la définition du djihadisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation d'une minorité musulmane de fanatiques dans un plan qui n'est même pas un plan musulman, mais dans un plan en réalité occidental de contrôle militaro-économique de la planète. C'est cela qui s'appelle le djihadisme. Je vais vous donner maintenant des exemples. L'un des plus grands fanatiques religieux qu'on nous a présenté pendant tout le long du XXe siècle et le début du XXIe siècle notamment, il s'appelait Oussama Ben Laden. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez entendu parler de ce monsieur? Vous avez entendu parler de ce monsieur? Oui. Qui est Oussama Ben Laden? C'est quelqu'un qui est musulman de tradition, d'origine saoudienne, yéménite, et qui avait été recruté par la coalition occidentale pour s'attaquer au régime communiste afghan
et renverser le régime communiste afghan au motif que ce régime était un régime athée et un régime incroyant. Je recommence. Il y a des gens qui ne savent pas qui, à l'origine, comment Oussama Ben Laden est entré en politique. Oussama Ben Laden est entré en politique comme employé de la coalition occidentale pour reconquérir le territoire de l'Afghanistan. Écrivez ça, parce que je suis là pour éduquer l'Afrique. Je suis là pour éveiller l'Afrique. Et je suis là pour amener l'Occident à comprendre que les Africains ont compris. Les Africains maîtrisent le monde maintenant. On ne va plus nous mentir, on ne va plus nous tromper. Je vous donne l'exemple d'Oussama Ben Laden. Avant qu'Oussama Ben Laden se retourne contre ses maîtres, les maîtres occidentaux qu'il avait envoyés combattre les communistes afghans, Oussama Ben Laden était un agent de la reconquête militaro-politique de l'Afghanistan par la coalition occidentale. Cela est attesté dans tous les livres des grands chercheurs américains. Cela est attesté dans toutes les enquêtes des grands journalistes d'investigation américaines. Oussama Ben Laden est un ancien agent de la coalition occidentale chargée de déstabiliser le régime communiste d'Afghanistan, qui était un régime protégé par l'Union des républiques socialistes et soviétiques et par conséquent qui était un régime combattu par les puissances de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voilà une première vérité élémentaire que je rappelle aux Africains qui pourraient ne pas le savoir. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ce premier exemple que je viens de vous donner. Cela nous apprend que on a utilisé l'islam en Asie. On a utilisé l'islam au Moyen-Orient. L'islam grossier du djihadisme. On a utilisé une certaine version minoritaire de l'islam comme un moyen pour déguiser la volonté de domination, de suprématie, d'hégémonie militaro-économique de l'Occident. Je viens de vous donner une première preuve, n'est-ce pas? Je vous ai donné une preuve de cela. Si vous regardez les conflits qui impliquent les djihadistes au Moyen-Orient, par exemple en Irak, par exemple en Syrie, vous allez vous rendre compte que derrière les prétendus combattants de l'État islamique, etc., se cachent des intérêts qui ne sont même pas des intérêts moyen-orientaux, qui ne sont même pas des intérêts arabes. En réalité, les grandes puissances eurasiatiques, c'est-à-dire d'un côté l'OTAN, de l'autre côté la Chine et la Russie, ces grandes puissances du continent eurasiatique s'affrontent indirectement à travers ces groupuscules se revendiquant tantôt de la religion musulmane, tantôt de telle ou telle obédience musulmane. Ces groupuscules ne sont rien d'autre que, en réalité, des représentants d'intérêts eurasiatiques qui s'affrontent. Est-ce que c'est clair? Bon, on va quitter maintenant. Nous allons quitter le Moyen-Orient. Nous quittons le Moyen-Orient et nous venons en Afrique. Et je vous amène dans un deuxième endroit. Cet endroit-là s'appelle la Libye. Quand Mouammar el-Kadhafi, le grand leader libyen et africain, Mouammar el-Kadhafi, ce n'était pas un démocrate, mais il aimait l'Afrique et il aimait la Libye. Car toute la richesse de l'Afrique et toute la richesse de la Libye, il l'utilisait pour l'Afrique et pour la Libye. On peut tout dire de Kadhafi. C'était peut-être une personne qui avait un tempérament pervers, irascible, colérique. C'était un dictateur, mais c'était un dictateur qui aimait la Libye et l'Afrique. Et toute l'Afrique connaît la générosité de Kadhafi. Il se dit même que, après sa mort, une bonne partie des centaines de millions de dollars qu'il a accumulés, il les avait cachés en Afrique. Une partie de sa fortune se trouve dans de nombreux pays africains, dont notamment l'Afrique du Sud. Kadhafi aimait l'Afrique. On peut tout dire de lui. Il aimait l'Afrique. Il aimait notre continent natal. Quand Kadhafi a été attaqué, quand le régime de Kadhafi a été attaqué, j'espère que vous savez que le régime de Kadhafi n'a pas directement été attaqué d'abord par la coalition occidentale. Qui se souvient de ceux qui ont attaqué d'abord Kadhafi? Qui a été envoyé en avant-garde pour attaquer Kadhafi? Écrivez ça ici. Je suis en train de lire vos réponses. Je veux vos réponses. Écrivez le nom de ceux qui ont attaqué le régime de Kadhafi avant les bombardements de l'OTAN, dirigés par la France et ses alliés occidentaux. Écrivez ceux qui ont attaqué Kadhafi. Qui a attaqué Kadhafi?
Je regarde là, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me donner quelques réponses. Non, vous êtes pressés. Vous parlez déjà de la France. C'est pas ce que je vous demande. Ils ont d'abord envoyé qui? Parce que la France n'est pas venue en première ligne. Avant que Kadhafi ne soit attaqué par la coalition occidentale, avant qu'il ne soit attaqué par la France, il y a des gens qui avaient attaqué d'abord Kadhafi. Le régime de Kadhafi a été attaqué par les djihadistes avant d'être attaqué d'abord, ensuite par la France et ses alliés de l'OTAN. Je recommence, écrivez ça sous la vidéo. Le régime de Kadhafi a d'abord été attaqué par les djihadistes. Et Kadhafi est intervenu. Vous avez de nombreuses vidéos où Kadhafi dit c'est Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda qui m'attaque. Al-Qaïda. Al-Qaïda. Mais j'espère que vous vous souvenez que c'est Al-Qaïda qu'on a utilisé pour attaquer le régime communiste d'Afghanistan. J'espère que vous vous souvenez que je vous ai expliqué tout à l'heure que Oussama Ben Laden était d'abord au service de la coalition occidentale. Avant de se retourner contre elle et d'être puni par ses maîtres. J'espère que vous le savez. Kadhafi, avant de mourir, lorsqu'il a subi les premières attaques, il a dit ceci: je suis attaqué par Al-Qaïda. Je suis attaqué par des djihadistes. Et vous vous souvenez que je vous ai démontré que partout où ils attaquent, se cachent derrière la coalition occidentale. Ils viennent toujours en première ligne. Eux, ils viennent en première ligne, ils attaquent, ils fragilisent un pays et la coalition occidentale vient achever le pays en question. Oui ou non? Parce que on a un problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas la mémoire de notre histoire. Il faut avoir la mémoire de notre histoire. Ne dites pas les rebelles de Benghazi. Non, ils s'appellent djihadistes, ils s'appellent Al-Qaïda. Et Kadhafi l'avait dit. Kadhafi avait dit, I am attacked by Al-Qaïda. The same people who attacked in Afghanistan. They are attacking me now. Because they want me to go down. Because the Western power want me to go down. Il a dit ça. Kadhafi a dit ça. Kadhafi l'a dit. Donc, notez-le. Avant que la coalition occidentale ne bombarde et ne détruise complètement la Libye, voilà, faites un partage. Hein. Vous êtes 720 personnes et on veut déjà m'empêcher de finir ma conférence. Vous êtes 720 personnes. Faites 720 partages tout de suite. La vidéoconférence est attaquée. Parce que je suis en train de faire comprendre aux Africains le plan de recolonisation dont ils sont victimes. Le plan de reconquête dont ils sont victimes. Donc vous partagez tout de suite cette conférence. Kadhafi a dit, je suis attaqué par les djihadistes. Je suis attaqué par Al-Qaïda. Je vous retrouverai les vidéos en question. Je vais les publier ici sur ma page Facebook. Où Kadhafi nomme ceux qui l'attaquent. Et Kadhafi dit, derrière ceux qui m'attaquent, il y a l'OTAN qui va m'attaquer. Il y a Nicolas Sarkozy qui veut m'attaquer. C'est lui qui est derrière ces gens. Kadhafi l'a dit. Les Africains, nous ne l'avons pas écouté quand il le disait. Maintenant, nous allons bien l'écouter. Donc, je suis dans l'exemple libyen. La Libye a d'abord été attaquée par les djihadistes, Al-Qaïda. Et ensuite, qui est venu tout de suite après? L'OTAN. C'est bon? On continue, on avance. Je vais vous montrer que chaque fois que vous avez entendu en Afrique djihadiste, il y avait une puissance occidentale. Il y avait des puissances occidentales qui allaient venir derrière. Exactement comme ça s'est passé au Moyen-Orient. Comme ça s'est passé en Irak. Un peu partout. Chaque fois que les djihadistes avancent, eux, ils viennent derrière. Ils s'installent. Chaque fois que les djihadistes avancent, eux, ils viennent derrière. Les djihadistes sont l'avant-poste d'une stratégie de reconquête de l'espace. Et nous avons le devoir, en tant qu'intellectuels, d'expliquer ça aux Africains. On a le devoir de l'expliquer aux Européens qui font semblant de ne pas le savoir. Il faut que ça devienne une vérité mondiale. Il faut que ça devienne une vérité mondiale. Merde alors! Comment c'est possible qu'une chose comme ça se passe sous nos yeux et que des gens qui prétendent avoir fait des hautes études, acquis des doctorats, des agrégations, ne l'expliquent pas clairement aux peuples africains? Comment peut-on massacrer un continent entier dans le silence de ces intelligences? Que sommes-nous venus faire dans ce monde si nous ne pouvons pas éveiller nos peuples, partager la vérité, justice de nos ancêtres avant de nous retirer? Qu'est-ce que nous sommes venus foutre diantre sur cette planète si nous ne pouvons pas servir les plus hautes valeurs de nos ancêtres et de Dieu le Tout-Puissant? Les valeurs de la vérité et de la justice.
Je prends maintenant la bande sahélienne. Toute la bande sahélienne. Le Tchad, le Niger, le Burkina, le Nigeria, le Cameroun, le Togo, le Bénin au nord de ces pays, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. À partir de quand ces pays ont-ils été attaqués? Ces pays ont tous été attaqués. D'abord par les djihadistes. Oui ou non? Écrivez ça. D'où venaient les djihadistes? Ce sont les djihadistes qui ont détruit la Libye en avant-garde. Ce sont les mêmes qui ont été réarmés à partir de la Libye, à partir du Moyen-Orient pour attaquer toute la bande sahélienne. Oui ou non? Oui ou non? Et si c'est ça, vous n'avez plus le droit, vous qui écoutez cette conférence, de vous plaindre tant que vous n'avez pas expliqué ça dans votre famille. Vous n'avez pas expliqué ça dans votre quartier. Vous n'avez pas expliqué ça dans votre réseau de communication. Que vous savez qui attaque l'Afrique. Vous êtes indigne d'écouter cette conférence. Vous venez de contracter, en écoutant cette conférence, un immense devoir envers les Africains. C'est que vous devez être des serviteurs de la vérité et justice. Chacune et chacun d'entre vous ici. Personne d'entre vous ne pourra plus se regarder dans la glace si vous n'expliquez pas ça autour de vous. Si vous n'élevez pas le niveau de conscience de tous les Africains à partir de votre propre maison. Car ce que je vous dis est connu par les Occidentaux informés. Il est connu par l'élite occidentale cultivée qui le cache au peuple occidental. Et il est connu par l'élite africaine cultivée qui le cache au peuple africain. L'élite politique africaine tout entière, tous les chefs d'État africains savent qui attaque l'Afrique. Ils ne le disent pas à leur peuple. Parce qu'ils ne sont pas des chefs d'État légitimes. Et qu'ils sont soutenus par les puissances qui utilisent les djihadistes pour fragiliser l'Afrique. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Si nous nous taisons, nous ne méritons pas d'être nés. Si nous nous taisons, nous ne méritions pas de venir au monde. Maudit soit le jour où nous sommes nés, si nous ne pouvons pas servir la vérité et justice sur cette planète. Je suis maintenant dans la bande sahélienne et je m'adresse aux Africaines et aux Africains, aux Européens, aux Européennes, aux Américaines, aux Américains qui écoutent ma conférence. L'attaque a commencé par les djihadistes, oui ou non? Oui. Derrière les djihadistes, qui est arrivé? Les armées occidentales. Oui ou non? Oui. On a vérifié ça en Afghanistan, on a vérifié ça en Irak, on a vérifié ça dans tout le Moyen-Orient. On vient de le vérifier en Libye. On vient de le vérifier dans tout le Sahel. Les djihadistes sont l'avant-garde d'une stratégie de repositionnement militaire et économique des puissances occidentales sur le sol africain. Je vous le dis, j'ai assisté déjà à 10 conférences à Paris où les intellectuels blancs français le disent et on ne leur fait rien. Moi, je suis un intellectuel noir de France. On ne me fera rien parce que j'ai dit ça. Parce que mes collègues blancs le disent à Paris et ils rentrent tranquillement chez eux. Moi aussi, je le dis en France et je suis tranquillement chez moi. Il est hors de question que j'ai vécu dans ce 21e siècle et que j'accepte qu'une telle ignominie se déroule dans mon silence. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. Le Seigneur de vie nous a donné la forme humaine pour réaliser la mission de devenir des personnes, c'est-à-dire des créatures spirituelles. Que chacun accomplisse sa mission. Donc, je viens de rappeler aux Africaines et aux Africains que tout le Sahel a d'abord été attaqué par les djihadistes, comme la Libye avait d'abord été attaquée par les djihadistes, comme l'Afghanistan avait d'abord été attaqué par les djihadistes, comme l'Irak de Saddam Hussein avait d'abord été attaqué par les djihadistes, comme tous les pays où les troupes occidentales se repositionnent sont toujours d'abord attaqués par les djihadistes. Oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas fini. Je vais prendre un troisième exemple. Et c'est un exemple flagrant parce que ça, on ne peut pas comprendre ça. C'est un pays qui se trouve en Afrique du Sud.
C'est un pays qui se trouve à la frontière entre l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. Il s'appelle le Mozambique. Est-ce que vous savez que le Mozambique, en pleine Afrique du Sud, pratiquement, Afrique de l'Est, le Mozambique est actuellement attaqué dans le nord de son territoire par des djihadistes? Est-ce que vous savez que le Mozambique est attaqué? On dit que, en fait, le modèle qu'on a appliqué en Afghanistan, le modèle qu'on a appliqué au Moyen-Orient, le modèle qu'on a appliqué à Kadhafi, à la Libye, le modèle qu'on a appliqué au Sahel, on est déjà en train de l'appliquer en Afrique du Sud. Le sud de l'Afrique est déjà attaqué par le même système. Des djihadistes attaquent le nord du Mozambique. Et vous savez quelle est l'information qui m'a fait bondir ce matin? Pourquoi je me suis arrêté pour vous en parler? Mais l'armée de l'Union européenne vient de constituer un détachement pour s'installer au Mozambique. Je recommence. L'armée, avec la totalité des armées occidentales, sont en train d'installer un bataillon au Mozambique. C'est-à-dire que le schéma qui a été appliqué pour l'occupation de l'Irak, l'occupation de l'Afghanistan, l'occupation de tout le Moyen-Orient, le schéma qui a été utilisé pour occuper la Libye, le schéma qui a été utilisé pour occuper toute la bande sahélienne, où maintenant c'est l'armée de l'Union européenne qui veut remplacer Barkhane, on est en train d'appliquer ça déjà au sud de l'Afrique. Au Mozambique, ils envoient l'armée européenne. Et désormais, donc, l'armée européenne va encercler par la frontière nord la plus grande puissance africaine, l'Afrique du Sud. Les armées européennes vont avoir leurs armes au nord de l'Afrique du Sud. Vous comprenez donc l'intervention du président João Lourenço au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont je vous ai parlé récemment, le président angolais. Il est allé au Conseil de sécurité des Nations Unies dire que nous, en Angola, nous voyons très bien ce qui se passe. Il y a eu une déstabilisation de la Libye, ensuite une déstabilisation du Sahel, et la déstabilisation se poursuit en Afrique centrale avec le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Centrafrique. Et nous voyons, et je cite le président Lourenço, nous voyons cette déstabilisation en train de descendre vers l'Afrique australe. Et à chaque fois, à travers des motifs affichés, religieux, mais qui, en réalité, cachent des intérêts géopolitiques de nature économique. C'est ce que le président João Lourenço a dit pour demander la levée immédiate de l'embargo sur les armes centrafricaines. Le président angolais. Oui. Donc en fait, moi je suis intervenu ce matin, il est pratiquement 13 h en France, pour vous dire que j'espère que quand ça se passe là, vous voyez, vous comprenez. J'espère que vous expliquez ça aux enfants à la maison. J'espère que vous expliquez ça à vos parents. J'espère que vous êtes un peu partout à travers l'Afrique et à travers les diasporas. Vous ne rentrez pas tranquillement chez vous sans expliquer ce qui est en train d'arriver à notre continent natal. Notre continent natal est l'objet d'une recolonisation militaro-économique déguisée derrière une soi-disant invasion djihadiste. Les djihadistes sont les pionniers du dispositif ayant pour but de légitimer la recolonisation militaire et économique du continent africain. C'est une évidence scientifique. Je viens de vous le démontrer. On est parti d'Afghanistan, loin là-bas en Asie. On est remonté par l'Irak, par tout le Moyen-Orient, la Syrie et consorts. On est arrivé en Libye, je vous ai démontré la même chose. On est passé au Sahel, je vous ai démontré la même chose. Et je suis en train de vous démontrer la même chose avec le cas du Mozambique, qui se trouve maintenant en Afrique australe et de l'Est. C'est toute l'Afrique qui est donc l'objet de la même stratégie. On envoie les djihadistes qui déstabilisent, qui fragilisent l'État. Comme l'État est fragile, on dit à l'État, vous n'avez pas besoin d'aide, l'État est obligé d'accepter l'aide. Il accepte l'aide, on envoie les troupes occidentales. Les troupes occidentales se positionnent sur le sol. Et à partir de là, les matières premières de ce pays-là deviennent presque gratuites pour la coalition occidentale. Je recommence. C'est la même méthode appliquée depuis l'Orient, l'Asie, jusqu'à l'Afrique. On envoie des djihadistes. Ils fragilisent l'État. Ce qui justifie le positionnement sous couvert de combattre les djihadistes. Le positionnement des armées occidentales. Une fois que les armées occidentales sont là, la coalition occidentale met la main sur les ressources stratégiques, le pétrole, l'or, l'uranium
le coltan, le manganèse de ces pays-là. Et le tour est joué. C'est ce que j'appelle donc une stratégie de recolonisation militaro-économique du continent africain par les puissances occidentales. Et c'est une vérité scientifique qui doit être partagée par toutes les Africaines et tous les Africains. Sans peur. Car ici, quand vous allez écouter les conférences dans les instituts de stratégie, et je suis pratiquement abonné à tous les instituts de stratégie et d'études internationales de la place de France, les chercheurs le disent. Non, les gens le disent clairement. Les Occidentaux cultivés et informés le savent. L'élite politique africaine au pouvoir partout le sait. L'élite intellectuelle africaine, bien informée, le sait. C'est la lâcheté qui retarde l'éveil de l'Afrique. C'est le manque de courage de la vérité, le manque de volonté politique qui retarde l'Afrique. Sinon, la vérité se sait. Quand vous lisez les revues américaines, vous lisez les revues allemandes, vous lisez les revues russes, cela se sait. Si vous écoutez les intellectuels chinois expliquant le monde, vous apprendrez ce que je suis en train de vous dire. Il faut donc que cette vérité devienne une vérité élémentaire du peuple africain. Il faut que cette vérité devienne une vérité élémentaire des diasporas africaines. Il faut que les Africains arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. Si je dis ça, tu ne vas avoir aucun autre problème que ce que tu as déjà. Je recommence. Africaine, Africain. Si tu le fais comprendre autour de toi, tu n'auras pas un problème que tu n'avais pas déjà. D'ailleurs, les djihadistes, c'est-à-dire en réalité le bras armé de la recolonisation du continent, est-ce qu'ils choisissent? Est-ce qu'ils ne tuent pas des peureux en même temps qu'ils tuent des courageux? Est-ce qu'ils ne tuent pas des véridiques en même temps qu'ils tuent des menteurs? Quand on balance une bombe dans un marché public où des gens sont en train de faire leurs courses, leurs achats, est-ce que la bombe cherche à savoir qui est musulman dedans, qui est chrétien dedans, parfois même la bombe tue d'autres djihadistes qui sont allés faire des courses sans avertir leurs camarades? Donc, les Africains qui sont encore bloqués par « il ne faut pas que je dise ça, sinon je vais avoir des problèmes ». Ça ne fait rien, tu as déjà des problèmes. En tant qu'Africain, si tu vis aux États-Unis, tu es humilié tous les jours parce que tu es noir. Si tu vis en Europe, tu es humilié tous les jours parce que tu es noir. Si tu vis en Asie, tu es humilié tous les jours parce que tu es noir. Tu le sais. Tes ancêtres l'ont été. C'est comme ça depuis plus de 5 siècles. 1. De 2, les gens qui attaquent l'Afrique, là, ils ne choisissent pas. Leurs victimes se comptent parmi les courageux, les peureux, les non courageux, les innocents et les coupables. Tout le monde est tué. Car en fait, il s'agit de terroriser toute la société africaine pour imposer la présence occidentale, pour rendre nécessaire la présence militaire occidentale. C'est ça le but. Il faut que la terreur soit généralisée pour que l'Afrique soit recolonisée. Je recommence. Il faut que la terreur soit généralisée pour que l'Afrique soit recolonisée. Donc toi qui penses que tu vas jouer au malin en ne dénonçant pas ce qui se passe, ça ne fait rien, ça va quand même te trouver dans ta cachette. C'est à l'endroit où tu penses être le plus en sécurité, dans ton silence et ta lâcheté, qu'on va appuyer ta tête dans l'eau. Et c'est tout. Oui, on a massacré 160 de mes frères et sœurs au Burkina Faso. Je ne sais pas, parmi les gens qu'on a tués là, s'il y en a même un seul qui avait déjà fait une vidéo Facebook. Parce qu'il y en a parmi vous qui disent que ah non, c'est dangereux de parler. Non, ce qui est dangereux, c'est de se taire. Parce que quand tu te tais, tu réduis les chances de te protéger et de protéger ceux qui sont autour de toi. Mieux vaut parler. Parce que si tu ne parles pas, ceux qui mentent et qui trompent l'opinion à propos de la nature du conflit africain, ce sont eux qui dominent les esprits. Et ce sont eux qui vont dominer la cité. Et vont dominer ta vie. Alors que si tu fais partie de ceux qui s'expriment, de ceux qui conscientisent, de ceux qui éveillent, tu prépares une Afrique, un monde dans lequel tes enfants pourront peut-être mieux vivre que toi. Oui, il faut choisir. Il faut choisir. Et il faut arrêter de trouver des raisons de ne pas partager ce qui est vrai et juste avec les autres. Parce que ta vie ne sera pas meilleure parce que tu auras été lâche, c'est faux. On disait autrefois, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le problème, c'est que le terrorisme tue même les chiens vivants. Je recommence. Un proverbe très en vogue parmi les lâches disait ceci. Il vaut mieux être un chien vivant que d'être un lion mort. Le problème, c'est que le terrorisme tue même les chiens vivants.
Tu es vraiment très lâche, ça ne fait rien. Quand les djihadistes posent une bombe quelque part, quand les djihadistes attaquent un quartier, ils ne cherchent pas à savoir qui est courageux et qui est lâche. Ils arrivent dans le quartier, ils taillent les têtes qu'ils trouvent, c'est tout. Ils ne cherchent même pas à savoir qui est musulman et qui est chrétien. Non, 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 non. Ils tuent, parce que l'objectif c'est de terroriser tout le monde. Donc toi ma soeur, toi mon frère en humanité, que tu sois occidental ou africain, qui a pris l'habitude de la lâcheté, ça va te trouver. Regardez l'attaque terroriste de Paris. Quand ils ont attaqué Paris, le Bataclan, ils sont allés dans une salle de spectacle, ils ont tué 130 personnes en une nuit. Vous pensez qu'ils ont cherché à savoir qui était musulman dedans? Vous pensez qu'ils ont cherché à savoir qui était peureux dedans? Vous pensez qu'ils ont cherché à savoir qui était courageux parmi les morts? Non, ils ont buté tout le monde. L'objectif était de terroriser la France. Oui! Et de terroriser toutes les communautés vivant en France. C'est tout. Et partout où la terreur règne, l'ignorance peut prospérer. Parce que quand on a peur, on ne peut plus déployer son intelligence. Quand on a peur, on ne peut plus déployer sa vigilance, sa pensée critique. Quand on a peur, on ne peut plus produire des idées. On devient donc mouton de panurge. On devient bêlant. Et on écoute les menteurs du jour, les bonimenteurs. Oui. Je voulais insister aujourd'hui sur la visibilité de la stratégie de recolonisation militaro-économique du continent africain par les puissances occidentales. Je voulais vous dire que le djihadisme est un voile. C'est un voile. C'est un cache-sexe. C'est une mystification. Même les djihadistes qui viennent en Afrique, eux-mêmes, ils ne croient pas qu'ils peuvent transformer tous les Africains en musulmans. Eux-mêmes, ils n'y croient pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont obligés de se droguer à la bétadone, à la cocaïne. Ils prétendent vouloir instaurer la religion musulmane alors que c'est les plus grands consommateurs de whisky et de drogue sauvages de la terre. Comment des gens qui prétendent installer l'islam, un islam meilleur, peuvent être des drogués, des soulards, des violeurs et prétendent que c'est l'islam qu'ils servent? Vous-même, vous croyez en ça? Vous pensez que ces soi-disant djihadistes eux-mêmes croient au djihadisme? Ils n'y croient pas. Ils sont en mission. C'est l'avant-garde d'une stratégie. Et voilà pourquoi ils sont sans foi ni loi. Ces soi-disant djihadistes ne sont pas des musulmans exemplaires. Ce ne sont pas des musulmans de référence. Ce sont des ennemis de l'islam. Islam, religion qui invite à la paix et au culte intérieur, à la soumission entière à Dieu le Tout-Puissant. Une telle religion ne peut pas prôner l'esclavagisation de l'homme africain, de la femme africaine. Ce n'est pas possible. Si ces gens étaient de bons musulmans, ils ne boiraient pas tant de vin. Si ces gens étaient de bons musulmans, ils ne seraient pas drogués à la bétadone, à la cocaïne, à l'héroïne. S'ils étaient de bons musulmans, ils ne violeraient pas les femmes. Donc ne croyez surtout pas que le djihadisme ait pour ambition de rendre toute l'Afrique musulmane. C'est faux. D'ailleurs, depuis qu'ils attaquent l'Afrique, là, ils ont fait quoi? Ils ont construit combien de puits? Combien d'écoles? Combien d'universités? Vous voyez très bien que ce sont des gens qui sont chargés de harceler les Africains. Ils n'ont pas de projet pour l'Afrique. On les envoie, on dit attaquer tel coin. Attaquer. C'est tout. Et vous comprenez pourquoi certaines puissances occidentales ne veulent pas que les gouvernements africains entrent en contact avec ces gens pour leur demander ce qu'ils veulent. Parce qu'en discutant avec un certain nombre de groupes dits djihadistes, les gouvernements africains pourraient comprendre qui les a envoyés. Et voilà pourquoi il y a des puissances occidentales, c'est le cas de la France, qui interdisent. Au Mali, par exemple, la France interdit au gouvernement malien de discuter avec les djihadistes. Non, 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 c'est hors de question. Hein. On ne discute pas avec eux. Parce que si on rencontre leur chef pourrait dire aux hommes politiques maliens que, bon, en fait, on nous a envoyés. On nous a envoyés. Donc, trouvez-nous une solution. Nous-mêmes, on nous a envoyés. On est fatigués de cette sale mission. On nous a envoyés. On nous a dit attaquer, on a attaqué, c'est tout. Mais nous faisons ce boulot un peu partout depuis longtemps. Hein. Nous sommes les héritiers d'Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, il est devenu par la suite ennemi de l'Occident. Mais avant, c'était un agent de l'Occident pour attaquer pour des motifs religieux l'Afghanistan. Oui! De temps en temps, ils se rebellent contre leur maître. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est l'effet de la drogue. Parce que c'est des gens qui deviennent incontrôlables. À force d'exercer la violence, ils deviennent fous. Et quand vous employez des fous, il faut vous attendre à ce que vos fous se retournent contre vous de temps en temps. Mais oui! Tu recrutes un employé pour ta sécurité.
mais tu le laisses boire, tu le laisses se droguer devant ton portail, matin, midi et soir. Mais un jour, il va t'attaquer. C'est ce qui se passe entre la coalition occidentale et les djihadistes. Au départ, les djihadistes, ils ont été armés par la coalition occidentale. Et puis certains sont devenus fous et se sont mis à s'attaquer à leur maître. Quand ils s'attaquent à leur maître, là, leur maître les punissent. Mais quand ils ne s'attaquent pas à leur maître, il n'y a pas de problème. Leur maître les utilise pour fragiliser les cibles dont ils ont besoin pour contrôler les richesses et bien sûr soumettre les peuples. Donc je voulais vraiment amener les Africains et les Africains qui écoutent cette conférence à se débarrasser du mauvais réflexe. Quand vous entendez le mot djihad, n'entendez pas forcément le mal. Quand vous entendez djihadiste, n'oubliez pas que le djihadisme est une stratégie. C'est l'avant-garde d'une stratégie mondiale de reconquête militaro-économique de la planète. That is the definition. Ne confondez pas le djihad et le djihadisme. Le djihad est un chemin, est un sentier spirituel que tout être humain peut pratiquer, quelle que soit d'ailleurs sa religion. Tout être humain qui a une foi, qui a une religion, tout être humain qui estime que Dieu a créé le monde et qu'on doit essayer de se conformer au plan du Créateur pour vivre, va mener forcément un combat intérieur, un djihad. D'accord? Mais le djihadisme, lui, c'est une invention de l'impérialisme occidental. C'est ce que j'ai dit. Et je ne suis pas le premier à le dire. Je vous ai dit, on dit ça à Paris, dans tous les instituts de sciences politiques françaises. On dit ça. Tous les grands spécialistes de l'investigation le disent. L'islamisme est en bonne partie une invention instrumentale de l'impérialisme occidental. Oui. Mbaleyon meye kalbe, comme on le dit dans ma langue de Bassa. Oui, job. Oueta, oueni, au nom de mon père, au nom de ma mère. L'islamisme est une invention de l'impérialisme occidental. Pas l'islam, hein. Je dis bien l'islamisme, le djihadisme, tous ces ismes sont faits pour nous tromper sur la vraie nature. Exactement comme au 19e, 18e siècle, on nous envoyait d'abord des marchands. Après les marchands venaient des missionnaires. Et derrière les missionnaires qui venaient, les militaires. Souvenez-vous, on a appelé ça la théorie des 3 M. Marchand, pour vous vendre de la camelote et de la pacotille. Ensuite, missionnaire, on vous apprend à prier, les yeux fermés. Et quand vous ouvrez les yeux, les militaires sont là. Les 3 M. C'est comme ça que la colonisation de l'Afrique s'est faite. On a envoyé les marchands. Après les marchands, on a envoyé les missionnaires. Après les missionnaires, on a envoyé les militaires. 3 M. Les 3 M. J'espère que vous retrouvez les 3 M. On envoie d'abord donc les djihadistes. Quand on a fini d'envoyer les djihadistes, on envoie les armées occidentales. Quand on a fini d'envoyer les armées occidentales, on fait venir les marchands occidentaux. Ils ont juste un peu inversé les choses. Dans la logique actuelle, nous avons une logique de JMM. Djihadistes, militaires, marchands. Ils ont inversé les choses. On envoie d'abord les djihadistes. Les djihadistes fragilisent le pays en question. Hop! On envoie, soi-disant pour combattre les djihadistes, des militaires occidentaux. Et puis, une fois que les militaires occidentaux sont installés, terminés, les marchands occidentaux débarquent. Car les marchands occidentaux sont aujourd'hui les maîtres de la géopolitique internationale de l'Occident. L'Occident est capturé par les puissances financières. Il est sous le pouvoir de l'argent. L'argent oriente les grandes politiques de l'Occident. C'est ce qu'on a appelé l'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme. La puissance de la finance. Derrière tout ce qu'ils font, ils ont un seul Dieu, c'est l'argent. Le veau d'or. L'argent roi. Donc, nous sommes désormais dans une dialectique J-M-M. Djihadiste, militaire, marchand. Avant, on était dans une dialectique du MMM. Marchand, missionnaire, militaire. Ça, c'était la colonisation. La recolonisation arrange autrement la dialectique. On envoie d'abord les djihadistes pour nous distraire. Ah ouais, on veut nous soumettre à l'islam. Oh là là, l'islam. Et on fait tout ça pour que nous détestions nos propres frères musulmans, nos propres sœurs musulmanes, avec lesquelles nous sommes liés pour toujours et avec qui nous avons toujours vécu.
on veut que nous soyons désormais suspicieux envers notre propre sang africain. Une fois qu'on a semé cette zizanie, cette haine entre nous, cette méfiance entre nous, hop, les militaires étrangers arrivent, ils débarquent. Et une fois que les militaires étrangers débarquent, on nous impose des monopoles économiques. Terminé. La boucle est bouclée. Le président du Kenya, président Jomo Kenyatta, avait eu une formule par laquelle je voudrais conclure cette conférence. When they came in our country, Africa, we were the owners of our land. They teach us to pray by closing our eyes. Then they had their Bibles and we had our land. Like they teach us to pray by closing our eyes, then we began praying by closing our eyes. And thereafter, when we opened our eyes, they had our land and we had their Bible. Traduction. Lorsque ces gens sont venus en Afrique, nous étions les propriétaires de nos terres et eux, ils avaient leur Bible. Ça, c'est les missionnaires. Ces gens nous ont appris à prier les yeux fermés. On a prié les yeux fermés. On a beaucoup appris à prier les yeux fermés. Seulement, quand nous avons ouvert nos yeux, nous avions leur Bible et eux, ils avaient nos terres. Vous avez compris? C'est la même stratégie qu'ils sont en train d'utiliser. Le djihadisme, c'est l'équivalent du voile. C'est avec le djihadisme qu'on veut fermer nos yeux. Ah, vous êtes attaqués par les djihadistes. Oh là là, les djihadistes arrivent, regardez, ils sont turbanés, regardez, c'est des sauvages. Ah, on va vous défendre, on va vous défendre. Ça c'est l'équivalent de la prière les yeux fermés. Ah oui, détestez-les, détestez tout ce qui est musulman est mauvais. Ah, les musulmans sont suspects. Ah vraiment, l'islam menace le monde. Aïe 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 aïe, c'est quoi cette religion de merde? Aïe 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 aïe. Quand on a fini de vous embrouiller comme ça, on vous transforme donc en ennemi de vos propres frères et sœurs. Vous vous mettez à soupçonner toute personne. Même quand si vous entendez quelqu'un dire Allahu Akbar, aïe 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 aïe, attention, il y a une bombe qui va exploser. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont créé une psychose autour d'une religion dont l'écrasante majorité des pratiquants n'a rien fait à personne et dont l'écrasante majorité des pratiquants est autant, parfois même plus encore, victime de ces soi-disant djihadistes que le reste. C'est eux qui sont en train de criminaliser partout sur la terre l'islam pour nous diviser. Pour nous diviser et nous dominer. Ne tombez pas dans le voile du djihadisme. Ne prenez pas le djihadisme pour ce qu'on vous dit qu'il est. Prenez le djihadisme pour un voile et regardez à travers le voile. Regardez au-delà du voile et vous allez voir qui est caché derrière. C'est les dialecticiens des troisièmes. Ce sont eux qui se sont assis et ont repensé le schéma. Voilà la vérité que nous avons à partager, à enseigner. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos villes. Ne te laisse pas prendre dans le piège de la haine anti-religieuse. Car on instrumentalise une micro-secte insignifiante de l'islam pour cacher la volonté de justifier la recolonisation militaro-politique de l'Afrique par les puissances occidentales. Voilà ce qu'a dit Sissiko, Franklin Nyamsi Wakambo. Et je ne suis pas le premier à le dire. Les grands chercheurs, les grands intellectuels, les grands géostratèges de l'Occident, dans les instituts de recherche auxquels j'ai accès en tant que grand chercheur, le disent. Mais ils le disent entre eux à basse voix. Ils ne viennent pas trop devant les médias africains, devant les peuples africains le dire. Les chefs d'État africains, tous, sans exception, actuellement au pouvoir, ils le savent. Quand ils se rencontrent entre eux, ils se le disent. Ah vraiment, toi-même tu sais. J'imagine une rencontre entre Biya et Ouattara. Une rencontre entre Biya et Ouattara, ça doit être marrant. Deux vassaux. Alassane, mais toi-même tu sais que cette affaire de Sahel là, ce n'est pas clair. Hein? Alassane dit, Paul, attention, hein?
on peut être écouté. Hein. On ne peut pas parler de ça ici. Hein. Ah, moi, ces gens de Paris, j'ai peur. Hein. Je me méfie. Hein. Et il ne faut pas que mon nom soit cité. Surtout que je suis né dans une zone musulmane. Alors là, il ne faut même pas qu'on dise hein, que j'ai critiqué. Hein. Ah non, 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 Paul, tu fais attention. Hein. On n'en parle pas ici. Attention, les murs ont des oreilles. Hein. On peut nous entendre à Paris. Bon, j'imagine la rencontre cette fois-ci entre Alassane Dramane Ouattara, le grand poltron vassal de Côte d'Ivoire, et Alpha Condé qui est un gueulard. Alpha Condé, il sait ça. Et parfois, lui, il peut dire ça. On sait qu'Alpha Condé, quelque part héritier de Sékou Touré, n'a pas toujours sa langue dans la poche. Donc Alpha rencontre Alassane. Alors, Ado Pissansi, on dit quoi? Vraiment, il faut dire à ton ami Emmanuel Macron d'arrêter de favoriser la fragilisation de la sous-région. Hein. C'est son camarade, c'est son tuteur Sarkozy qui a détruit la Libye. Hein. Ils ont détruit la Libye parce qu'ils voulaient nous fragiliser et avoir nos matières premières gratuites. Tu le sais, Alassane. Hein. Je te le dis. Hein. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Alpha, je ne veux pas avoir des problèmes. Hein. Alpha, c'est pas à moi que tu parles. Hein. Je n'ai rien entendu. Hein. Je n'ai rien entendu. Mais tu imagines, Alpha, si jamais ils entendent ça à Paris, on est mort, Alpha. Alpha dit, je m'en fous. Qu'ils entendent ça, je m'en fous. Sékou Touré a déjà dit non à la domination de la France sur la Guinée. Et nous, les Guinéens, malgré tout, nous sommes quand même des hommes dignes. Alassane dit, attention. Hein. Kadhafi, il était digne. Hein. Kadhafi, il était très digne. Hein. Tu as vu ce qu'ils ont fait de Kadhafi. Hein. Moi, je ne veux pas finir comme Kadhafi. Hein. D'ailleurs, je vais accueillir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Je vais en profiter pour renforcer la présence française. Mais Alpha Condé lui dit, mais Alassane, mais c'est grave ce que tu es en train de faire là. C'est grave. Tu donnes aux Français l'occasion de recoloniser complètement militairement la Côte d'Ivoire là. Alassane, tu ne peux pas faire ça. Alassane dit, mais je m'en fous. Moi, je suis un Ivoirien d'adoption. Hein. À la base, mais je viens de Sendou en Haute-Volta. Le Burkina n'a pas voulu faire de moi un président. Je me suis débrouillé grâce à la France. Je suis devenu président en Côte d'Ivoire. Mais je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Hein. Alpha, moi, je ne veux pas de problème. Hein. Moi, Alassane, tout ce que je veux, c'est être président à vie. Hein. Après, mon petit frère là, ou mon fils, Téné Birahima Ouattara me succède. Hein. Hein, moi, je ne suis pas dans vos problèmes. Hein. Moi, je suis un occidental à la peau noire. Hein. Donc, Alpha Condé dit, mais Alassane, tu es décourageant. Tu es décourageant. Donc, vraiment, on ne peut même pas dire un peu de vérité à ces gens-là. Tu as peur à ce point, tu pisses dans tes frocs. Alpha, moi, j'ai déjà choisi mon camp. Hein. Moi, je suis le serviteur de Paris. Hein. C'est ton problème. Hein. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Quand ils vont soutenir ton opposition pour te faire tomber, il ne faut pas m'appeler. Hein. Mon téléphone sera fermé. Hein. Je t'ai déjà dit. Hein. Tu parles très fort et ils entendent à Paris. Là, hein. Ne dis pas que tu étais avec moi. Hein. Tu ne m'as pas vu. Hein. Voilà leur conversation. Voilà les conversations des lâches qui dirigent l'Afrique. Je suis parfois assis ici, là, chez moi, je les entends. Vous me donnez seulement une photo de ces deux-là, je vous reconstitue toutes leurs conversations. Ils savent tous ce qui se passe. Mais comme ce sont des gens qui souffrent d'un déficit de légitimité politique, de légitimité démocratique, ils cachent la vérité aux peuples africains. Et ils sont en train de livrer l'Afrique à une nouvelle tragédie, à une nouvelle recolonisation. Nous, intellectuels, nous, citoyens, nous, peuples, nous, sociétés civiles, on ne peut pas attendre les dirigeants africains. Je vous l'ai déjà dit. C'est à nous de porter le combat citoyen, la mobilisation citoyenne continentale contre la présence militaire des armées néocoloniales sur le sol africain. Contre la monnaie néocoloniale française en Afrique, le CFA. Contre toutes les dictatures africaines. La responsabilité est sur nos épaules, en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur, agissons de manière convergente pour sauver le berceau de l'humanité et faire de l'Afrique le temple de l'humanité. Je vous remercie, chers amis, et merci de partager la présente vidéoconférence qui sera rediffusée dans les prochaines minutes sur YouTube, Franklin Nyamsi Wakamoyo. Merci encore.
le diamant. Ayo kaka. Maya. Benjamin Nekou. Singila Mingi au Centrafrique. Mel Adams. Gangoni 1-1. Mbembe Lunkunku. Partagez les pains spirituels de la liberté. Saïbou Aloum. Yabi le truand. Atara. Jackie Brown des États-Unis. Jules Rodman, le fils de mon pays natal. Je vous salue mes amis. Excellent vendredi à tous les musulmans, à tous les Africains. Hotep, Dorothée. Kelly Nyangono, Armando, Etonde et Bumbu. Je te salue. André Régnier. Afrique, debout. Thomas Sankara, I love you too. Didoren Tenke. Steve Gapping. Horus, Osiris, Hotep. Jackie Brown. Olimani Gangoni 1-1. Donkoli Chali. Moussa Ouattara. Mahomet Ouattara. Kibapori. Mes amis, je vous salue. Que l'Éternel bénisse chacune de vos maisons. Dorothée Kelly Nyangono. Mes gros bisous. Rachid Abdul. Serge Mbro. Pierre Denis Moulium. Tekpanal. Ah, la musique de la liberté. Et voilà mon ami Marie Mindele qui est là. Allez Marie. L'Afrique debout. Foutanga Jamalo Alpha Diallo. Laurent Fotso, debout l'Afrique. Debout les Africains. Sorona Wamadou. So, écoutez cette musique. Allez, hop. Thank you very much. Have a good day. Merci mes amis. Dans la joie. Hotep signifie la paix. En égyptien ancien. Que la paix soit avec vous. Merci.